On est à l'hôpital, on va quitter l'hôpital, on va aller dans un quartier populaire. Le quartier populaire dont je vais vous parler s'appelle le quartier Franc-Moisin-Bel-Air, Stade de France. Donc c'est facile à repérer, hein. C'est à côté du Stade de France, à Saint-Denis. Je ne vais pas trop vous parler de la population qui y habite, parce que je suppose que vous imaginez assez facilement que cette population, les caractéristiques sociologiques de cette population, jeune, 12 000 habitants, 50% de la population a moins de 24 ans, 40% de familles monoparentales, femmes avec enfants, et un indice de développement humain qui est à 25, alors que, je ne sais pas si vous connaissez cet indice utilisé aujourd'hui en Ile-de-France, que quand le développement humain est maximum, on est à 1, quand il est à 0, il n'y a pas de développement, et nous on est à 25. Donc on n'est pas très, la vie n'est pas très facile. Donc moi ce que je voudrais vous parler, c'est un peu justement à partir des descriptions que vient de faire Claire, comment on construit une réponse aux besoins qu'expriment les patients et la population, les habitants, lorsqu'ils rencontrent des soignants. Alors évidemment, en ville, la rencontre se fait avec un soignant, le médecin, mais pas que le médecin, hein, imaginez le pharmacien, l'infirmière, le kiné, tous les professionnels qui travaillent dans ces quartiers, à un moment donné, ils rencontrent une personne. Cette personne, elle vient les voir parce qu'elle ne va pas bien, parce qu'elle a un symptôme, parce qu'elle ne va pas bien. Et là, c'est fondamental de comprendre. Il y a deux attitudes. Une qui va vous entraîner dans une aventure incroyable, et l'autre qui va se contenter de gérer au minimum. Donc la première, c'est s'intéresser simplement aux symptômes. Je décrypte le symptôme, je suis un soignant, je suis compétent, et derrière le symptôme, j'ai une thérapeutique, je prescris du médicament. Simple, ça peut être efficace. Et puis il y a l'autre, c'est de se dire, bon, ce symptôme, il appartient à qui? Ah, cette personne, dans sa singularité, il faut que je la connaisse un peu davantage. Oui, mais cette personne, elle a un itinéraire de vie, d'où elle vient, qu'est-ce qu'a été sa vie. Et quand on s'engage dans cette voie-là, qui est, à mon sens, bien sûr, la plus nécessaire, et je ne reviens pas sur ce que Claire a parlé de tous les avantages dans la globalité, on s'engage dans une aventure assez considérable et qu'il faut faire très attention. Parce que si on arrive à faire émerger l'ensemble des problèmes qui se cachent derrière le symptôme, faut-il encore qu'on soit en compétence d'y apporter des réponses. Si on n'a pas pris la précaution et si on n'a pas la volonté d'apporter des réponses, non seulement on va mesurer son incroyable impuissance, on va décevoir le patient et on va dire qu'est-ce que je fais avec tout ce paquet merdeux que j'ai demandé à ce qu'on m'explique. Et donc notre action à nous, je dis à nous, les quelques soignants qui se sont lancés dans cette aventure en 1990 à la Cité des Francs-Moisins, c'est de se dire, on fait ce type de médecine, cette médecine globale, mais on va chercher les ressources nécessaires pour régler les problèmes ou trouver des solutions aux problèmes des personnes qui s'expriment à la consultation et pour lesquelles nous ne sommes pas compétents. Et donc il a fallu aller chercher ces ressources, les trouver. Et il y en a des ressources, plein de ressources. Et les chercher, les connaître, ça ne veut pas dire simplement connaître le numéro de téléphone et les heures d'ouverture. Ça veut dire rencontrer les gens, apprendre à savoir exactement quel est leur métier, qu'est-ce qu'ils font, se faire connaître, travailler ensemble, construire des projets. C'est tout un travail de relation, de construction, de partenariat. Et puis alors je passe assez vite, parce que c'est assez facilement imaginable ce que ça peut donner, ce travail en réseau. Et puis à un moment donné, il y a un constat qui est fait. Ce constat, c'est il n'y a pas toutes les ressources. Parce qu'à partir du moment où je m'occupe du symptôme, je vais élaborer un projet thérapeutique. Et au Franc-Moisin, le projet thérapeutique, on a intérêt à le faire avec le patient si on veut qu'il soit un peu faisable. Sauf que le patient, il va nous apporter des conditions à la réalisation de ce projet thérapeutique. Et ces conditions, elles sont liées à tout un ensemble de problèmes, comme je vous disais, qui échappent. Comment je vais faire? Comment je vais suivre ce projet thérapeutique? Comment je vais le coordonner? Comment je vais faire ça avec un itinéraire de vie qui est complexe? Et il ne faut pas grand-chose, hein. On parle de précarité puisque c'est le thème de cette table ronde.
Moi, je soignais des passants qui étaient dans une vulnérabilité constante. Pas grand-chose fait qu'on peut basculer. Une mère de famille seule avec enfant qui arrive tout juste, dont l'obsession, comme presque tous les habitants de ce quartier maintenant, c'est surtout payer le loyer à la fin du mois. Car un retard de loyer, 2 retards, c'est l'enfer. La peur incroyable de l'expulsion et de se retrouver à la rue, et la difficulté pour pouvoir payer son loyer. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Mais du coup, un changement d'horaire à la caisse, le patron, il me met à dire, ah oui, mais alors là, les enfants, qui les garde? J'avais trouvé un système de garde qui ne coûtait pas cher. Là, je ne peux pas. J'ai pas de garde aux enfants. Il faut que j'aille au travail. Comment je vais faire? Il faut que je paye. Je ne peux pas payer. Comment? Et voilà. Et d'un seul coup, quelque chose de relativement, apparemment sans conséquence, devient un problème considérable. Une personne âgée, le mari décède. Quelle est la retraite qu'il va y avoir? Quelles sont les nouvelles ressources? Tout ça va venir bouleverser la vie des gens avec, je vais dire, donc cette précarité, elle est constante. Donc, évidemment, elle est une préoccupation dans le type de médecine que je vous décris. Et donc, pour connaître, il faut aller chercher. J'ai encore le souvenir de cette femme, pas le temps de vous expliquer, son enfant est asthmatique, consulte beaucoup, elle n'a jamais eu le temps ni les moyens de faire le bilan complet qui permettrait d'avoir les 100%. Et puis un jour, je la trouve palote. Ah, dis donc, tu es bien palote, toi. Oui, ça va. Bon, deux fois. Je la trouve de plus en plus palote. Je lui dis qu'elle va me faire une prise de sang. Non, ça va. Et puis elle est en plus fatiguée. Et oh, qu'est-ce qui se passe là? Et puis un jour, je la bouscule, ça je sais faire, et elle éclate en sanglots en me disant, je ne peux pas faire tes examens parce que j'ai pas d'argent. Bon, tu n'as pas d'argent, tu travailles? Oui, mais j'ai une dette avec l'hôpital parce qu'à chaque hospitalisation du gamin, il n'est pas pris à 100%. Cette dette, eh bien, il a bien fallu que je la paye, donc j'ai fait un emprunt, un crédit revolving, et maintenant je suis pris à la gorge, j'ai pas d'argent pour faire les examens que tu m'as demandé. Et je lui dis, mais pourquoi tu m'en as pas parlé? Ah ben non, la honte. J'ai honte. Honte de quoi? Bah, tu t'occupes bien, vous occupez bien de moi, et puis moi, vous allez croire que je suis incapable de gérer ma vie, incapable d'élever mes enfants. Moi, j'ai la honte de ça. La honte. Et voilà. Donc ça, on est obligé d'en tenir compte. Évidemment, elle avait plus que 7 grammes d'hémoglobine, et avec le système que je vais vous décrire maintenant, on a réglé le problème en 2 ou 3 jours. Donc voilà, ça veut dire que cette complexité à laquelle on est confronté dans les parcours, elle est relativement quotidienne. Alors ces ressources qui manquaient, eh ben, on s'est dit on va les construire, on va aller les chercher. Alors on a commencé à chercher, mais il manque quelqu'un qui pourrait effectivement aider les personnes pour les accompagner vers les systèmes qui peuvent s'en charger. Mais qui? Alors on a fait puis un jour on a tout simplement regardé où on était. Et on s'est vite aperçu que dans cette communauté, des personnes qui vivaient là, il y avait des incroyables savoirs, des compétences, des savoirs de solidarité, de savoir comment on fait vis-à-vis d'une administration. Et les personnes qui faisaient ça avaient, de fait, pris une place importante dans la cité. Et donc, on a réuni ces personnes, un certain nombre, on a mobilisé, on a mobilisé leur savoir, leurs compétences, qu'on appelle nous des savoirs profanes, et on s'est dit, si on ajoute à ces savoirs profanes quelques savoirs professionnels, qu'on mélange tout ça, qu'on fait ingurgiter, régurgiter, est-ce que ça ne va pas donner un vrai savoir qui est celui qui nous manque, à nous, pour les patients, qui nous posent des problèmes à la consultation, on est dans l'incompétence pour régler le problème, et que ce n'est pas les ressources actuelles qui peuvent le faire. Et c'est à partir de cette expérience-là qu'on a été une des premières associations dans les années 90 à créer la médiation en santé. Ce sont des femmes de la cité qui ont été donc formées, repérées par rapport à leurs compétences et savoir-faire d'aide à l'autre. Vous savez, le don, le contre-don, tout ce qui se fait dans ces populations, souvent originaires du monde entier. Et nous avons construit ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ces personnes qui sont la colonne vertébrale de notre structure permettent de donner à cette forme de médecine que j'appelle la médecine sociale un contenu et une force incroyable. Alors, ça s'est développé à partir des années 95. En 2008, avec mon collègue,
On travaillait donc dans un cabinet de médecine générale assez conventionnel en libéral. On s'est dit qu'il faudrait peut-être qu'on pense un jour à qu'est-ce qui va se passer quand on sera plus compétent pour faire de la médecine. Et donc on a construit avec des internes qui étaient en stage chez nous un projet pour faire venir ces jeunes médecins au Franc-Moisin. Et donc aujourd'hui il y a 6 jeunes médecins qui ont rejoint le projet et ça a donné naissance à la création d'un centre de santé que nous on appelle un centre de santé communautaire parce que justement nous faisons communauté au sens du commun, ensemble. On retrouve là ce qu'a dit Claire, de médecins, de médiatrices et d'autres acteurs qui travaillent dans cette structure. Et donc l'idée principale, la force, c'est d'arriver à essayer de répondre à l'ensemble des problèmes des personnes en difficulté, que ce soit à l'entrée dans la maladie ou dans la problématique sociale. Nous ne sommes pas une association du social, nous sommes une association de santé qui travaillons à organiser ça. Alors, je n'ai pas le temps de vous dire, mais c'est bon, les médecins, vous voyez à peu près comment ça fonctionne. Par contre, le médecin travaille en binôme avec la médiatrice. C'est-à-dire, quand il a besoin, il appelle la médiatrice qui vient participer à la consultation, pas uniquement pour l'interprétariat, bien que ça soit vraiment un problème très souvent. On parle une vingtaine de langues et dialectes dans cette association. Mais c'est surtout pour reformuler, faire comprendre aux soignants la problématique de la personne. Parce que chaque personne, dans sa singularité, a des problématiques qui souvent faut décoder aussi, et les médiatrices font ce travail. Et à l'inverse, le médecin explique à la médiatrice ce que lui entend faire par rapport à cette maladie-là. On a plein d'exemples comme ça, notamment en ce moment sur le suivi des grossesses, pour éviter que les femmes prennent leur première consultation une demi-heure avant l'accouchement. Donc, on a toute une série comme ça. Donc la médiatrice, elle fait ça. Elle fait bien sûr, et c'est un vrai problème aujourd'hui, de plus en plus d'actions sociales. La dématérialisation de toutes les démarches aujourd'hui est un vrai problème pour nous, puisque c'est pas forcément accessible à toutes ces personnes qui habitent dans ces quartiers. Même si elles ont tous un téléphone portable, ça ne veut pas dire qu'on sait dématérialiser. Surtout qu'il faut en permanence justifier en permanence les raisons pour lesquelles on demande un droit social. Et donc, elles font en plus de la prévention, l'éducation à travers des ateliers collectifs. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 16 000 passages par an dans cette structure, plus d'1 millier de consultations de médiation, 13 000 consultations médicales, enfin tout ça, c'est peu important. Ce qui se passe, c'est comment on arrive à vivre. Parce que ce modèle-là, il nous pose évidemment des... Enfin, c'est compliqué. Moi, je dis qu'on ne lutte pas contre les inégalités sociales de santé, on gère plus qu'on lutte, parce que dans un système où on n'est pas capable de répartir les richesses, il ne faut pas se faire d'illusions, il y aura toujours des inégalités sociales de santé, tant qu'on n'aura pas changé le système de la répartition des richesses. Donc on gère. Donc on est reconnu par les politiques publiques pour le travail qu'on fait. Et moi j'ai une métaphore. On nous a donné suffisamment de moyens pour aider à sortir les gens qui se noient dans l'exclusion sociale et dans la misère. On a trouvé des outils, des moyens qui sont des bouées de secours qu'on sait très bien lancer aux gens. On les ramène sur le rivage. Et une fois qu'on est sur le rivage, les mêmes qui nous payent pour les sortir vont tout faire pour les refouler au bouillon. C'est ça notre... Et nous, on est là. Et on est là, on est dans des politiques publiques où il faut effectivement en permanence arriver à fonctionner. Une partie du financement de la structure, il y a 18 salariés dans cette structure. Une partie, évidemment, est liée à l'activité médicale qui finance que 45% de la structure. Les autres, c'est aller chercher les appels à projets, aller chercher le fonctionnement. Et aujourd'hui, je pense qu'il me reste que quelques minutes, on est dans une situation, comment vous dire, ça fait donc 90, vous voyez, ça fait 27 ans qu'on existe, 27 ans qu'on est dans l'expérimentation, on sait faire, 27 ans d'expérimentation. L'expérimentation succède à l'expérimentation et l'expérimentation. La médiation en santé est reconnue, elle est même dans la loi. J'étais très très fier d'avoir réussi avec d'autres à inscrire dans la loi de modernisation du système de santé la fonction de médiation. On a travaillé un référentiel métier, très bien, on est content, ça progresse. Mais pour le financement, on va faire une expérimentation de 5 ans. Ça fait 15 ans qu'elles existent, on est reparti pour une expérimentation. Donc c'est sans arrêt cette fragilité-là. C'est-à-dire qu'on est à la merci d'un moindre changement de politique publique pour à nouveau être en grande difficulté et pas savoir où on va.
À l'heure où je vous parle, je ne sais pas comment cette structure va fonctionner en 2018. Nous avons un budget d'1 million, nous sommes à l'équilibre, et c'est un vrai sport. Moi, je fais plus de soins, mais je fais de l'équilibre financier. Des fois, je regrette de ne pas faire la médecine, c'était un peu plus simple. Eh bien, aujourd'hui, je ne sais pas. Pourquoi? Parce que les politiques publiques sont portées par des gouvernements, et ces gouvernements ont la fâcheuse habitude de faire de nos quartiers populaires une espèce de variable d'ajustement à leur politique, et surtout à l'idéologie. Donc aujourd'hui, alors on a failli mourir en septembre 2005, en novembre 2005, explosion dans les banlieues, je vous jure, j'y suis pour rien. Mais, opportunistes comme nous sommes, nous en avons profité pour dire oui, on est utile. Puisque au Franc-Moisin, il n'y a pas eu trop de bagnoles de rouler. Donc c'est parce qu'on était là. Personne ne nous a cru, bien sûr. Moi le premier d'ailleurs. C'est absolument pas pour ça. Mais du coup, ils ont remis de l'argent dans la machine. Ça, c'était le pragmatisme de la droite. Le PS, ce qu'on appelle la gauche, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'il y a plein d'idéologies là-dedans. Et à vouloir très bien faire, c'est compliqué, c'est sans arrêt. Alors, et je termine là-dessus, nous fonctionnons comment? Nous fonctionnons avec un peu de budget pour exister. Après, il y a des appels à projets que nous répondons à des appels à projets. Donc c'est toujours nous qui allons chercher des actions qui peuvent financer notre action. Bien évidemment, vous en doutez, les appels à projets ne correspondent pas vraiment à la réalité qui est la nôtre. Dès qu'il y a un appel à projet, par exemple sur le dépistage du cancer, nous on répond et on parle des médiatrices. Ah oui, mais les médiatrices, ça ne sont pas inscrits au code de la santé publique. Donc vous ne pouvez pas les valoriser, donc il ne faut pas parler des médiatrices. Je dis, oui, mais nous, sans les médiatrices, on ne peut pas faire de dépistage, on ne peut pas faire... Ah bah oui, mais il ne faut pas... Voilà, genre de conneries auxquelles on est en permanence confronté. Maintenant qu'il y a un référentiel métier, peut-être que ça va s'arranger, mais j'ai des doutes. Donc on va chercher des appels à projets. On triture les appels à projets pour pouvoir avoir l'argent. Après, on fait ce qu'on veut, mais on fait le bilan qui correspond à ce qu'ils ont demandé. Et ça, tout le monde le sait. Hypocrisie la plus totale. Bon, mais c'est pas grave. Mais pour porter ces projets, nous, on a des salariés. Donc les médiatrices, plus d'autres salariés, le personnel d'accueil, qui ne sont pas des hôtesses. Hein. Des gens qui animent la salle d'attente, qui gèrent le tiers payant, enfin, un vrai métier. Et on a embauché des jeunes là-dessus. Et là, on nous a dit, il y a 20 ans, écoutez, on a une solution pour vous, on ne va pas faire des emplois associatifs, parce que c'est trop compliqué, c'est pas possible, parce que comme tous les gens, on change le budget de la nation, on ne peut pas s'engager là-dessus, donc on va vous proposer autre chose. Ça va être ce qu'on appelle des contrats aidés, des emplois aidés. C'est-à-dire, vous prenez des gens sur des critères bien particuliers, vous les formez, et au bout de 3 ans, vous en prenez d'autres. Mais non, ça ne va pas. On veut bien prendre des gens, les former, mais une fois qu'ils sont formés, on veut profiter de cette formation parce que notre travail, il s'inscrit dans la durée. On nous a dit, écoutez, c'est ça ou rien. Et donc, depuis 20 ans, on jongle, des merdes, on fait des trucs. Et là, par exemple, pragmatisme de la droite. Bon, d'accord, c'était pour 3 ans, on renouvelle. Ah, bah oui, mais c'est fini. Oh, bah écoutez, vous êtes quand même utile, vous, allez hop, on fait une circulaire, vous avez le droit. Ah, très bien. La gauche, ah ben non, c'est pas possible, c'est de l'insertion, c'est de l'insertion. Changer du personnel. On ne peut pas changer de personnel. Pourquoi? Parce qu'ils sont en CDI. Bah oui, ça fait 10 ans qu'ils sont là. Ah ben, licenciés en CDI, reprenez les... Ah ben non, on ne peut pas. La loi Code du travail nous l'interdit. Oh merde, oh, débrouillez-vous. Bon. Donc, on jonglait. Et puis là, patatrac, cet été, nouveau gouvernement, nouvelle idéologie. Ah, j'ai oublié de vous dire que l'idéologie sur laquelle on lutte le plus, qui est la plus... faire les choses la plus douloureuse pour nous, alors là, elle est assez bien partagée par tout le monde, c'est les gens qui ont des droits sociaux sont considérés comme des fraudeurs et des abuseurs en puissance. Donc, il faut absolument vérifier ça. Donc, on met des obstacles, de plus en plus d'obstacles. On dit, mais c'est ingérable. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? On va former vos médiatrices à passer à travers les obstacles. Et ça ne serait pas mieux de supprimer les obstacles? Ah ben non, parce que vous savez, ces gens-là, vous comprenez, donc on met plein d'obstacles, nous on se forme pour arriver, donc on a aussi une compétence pour passer les obstacles. Ben, on perd un temps fou, une énergie, et nous on ne lutte pas à ce moment-là contre les maladies au Franc-Moisin. Je passe là-dessus. Donc cet été, brutalement, on rentre au mois d'août, Pôle emploi nous appelle,
vos contrats se terminent et vous n'avez plus le droit de les renouveler. Ce qui veut dire que, par exemple, pour ma structure 2018, nous ne savons pas où nous allons, mais que déjà, au Franc-Voisin, dans les ressources dont je vous ai parlé tout à l'heure, il y a les autres associations du quartier avec qui on travaille en permanence. Moi, je prescris de la ludothèque quand les enfants ne vont pas bien. Moi, je prescris l'association des femmes pour l'alphabétisation, pour le théâtre, pour toute une série d'activités qui sont bien plus thérapeutiquement parlant efficaces que les médicaments, les anxiolytiques ou les antidépresseurs. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, l'association des femmes de Franc-Voisin a convoqué à son assemblée générale de dissolution le 16 décembre parce qu'on lui a retiré tous ses emplois aidés. Ça veut dire qu'aujourd'hui, concrètement, les politiques publiques, la politique aujourd'hui est en train de détruire. Alors évidemment, vous pensez bien qu'on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot, on proteste, on a manifesté, on fait des pétitions, on se bagarre, et on nous dit, peut-être, à l'heure où je vous parle, il y a un petit recul, peut-être que les emplois aidés dans les quartiers politiques de la ville, on va les maintenir. Mais on va les maintenir pourquoi? Pour 2 ans, maximum. Car dans 2 ans, c'est clair, tout est terminé. D'ici là, on va réinventer l'action associative dans les quartiers. Et vous avez réinventé, mais il y a plein de choses qui marchent, on ne vous a pas attendu, ça fait des années, des années. Oui, mais on veut introduire dans ces quartiers le privé. On veut mettre en concurrence l'associatif avec le privé, parce que c'est le privé qui a l'argent, parce que c'est le privé qui peut investir, et que c'est mieux que ce soit le privé qui investisse que la collectivité locale ou que ce soit le bien public, enfin l'argent de l'État. Et donc plane sur nous, même si on arrive, par la bataille qu'on mène aujourd'hui, à sauver nos associations dans le quartier, ce n'est que du sursis. La bagarre commence, savoir quel est l'avenir aujourd'hui de ces associations qui travaillent sur la santé, mais sur toutes les activités dans les quartiers. Nous allons avoir une bataille à mener pour sauver l'emploi associatif et donc sauver les associations qui travaillent dans les quartiers. Et en ce qui concerne la santé, toutes ces associations qui ont construit une nouvelle mode de faire de la médecine et de la santé dans ces quartiers. Merci.